Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. L'entretien du jour avec un homme, Monsieur Jean-Bruce Pombo Malonda. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Malonda, vous êtes le président du programme pour l'unité et le développement, le PLUD. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous suivez aujourd'hui l'actualité du Congo. Le FMI séjourne actuellement dans la capitale congolaise. Le pays est en crise. L'initiation de cela reconnue. Quelle lecture faites-vous de la situation globale du Congo aujourd'hui par rapport à cette intervention du FMI? Je dois d'abord vous remercier de m'avoir donné le privilège justement de m'exprimer sur vos antennes. J'ai eu personnellement le cœur meurtri quand quand la mission du FMI au Congo a été officialisée. Je dis que c'est une honte pour notre pays. C'est une honte pour un pays sous-peuplé comme le nôtre avec autant de richesses. C'est la preuve justement qu'il y a mauvaise gestion, il y a mal-gouvernance. Et que le gouvernement actuel, donc dirigé par Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, rencontre de grandes difficultés. Il y a réellement crise et ça n'honore pas notre pays. Je pense qu'il y a lieu de prendre des mesures qui s'imposent. Alors, des mesures qui s'imposent aujourd'hui, quand on évoque cette crise, on a quand même aussi la responsabilité de dire qui aujourd'hui a fait que le pays sombre dans cette situation. Oui, on va passer par 4 chemins. Ce sont ceux qui sont au pouvoir qui ont la responsabilité, justement, du pays. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'ils sont aux affaires. À qui voulez-vous qu'incombe la responsabilité du désarroi, du déboire, des déboires dans lesquels se trouve le pays aujourd'hui? Si ce n'est pas au président de la République, même s'il n'est pas directement celui qui est à l'origine de certaines malversations financières. Il laisse faire. Hein, oui, bon, voilà, justement, ce que l'on peut dire. Donc, il a la main molle, donc il y a... Je pense que lieu de prendre certaines mesures drastiques. C'est dur vis-à-vis des partisans, de ses ministres, des gens de son propre camp. D'abord, à commencer par là. Alors, les gens de son propre clan, et pourtant ces gens-là continuent, ils sont toujours dans les affaires. Ils sont toujours en train de gérer la chose publique, Jean-Bruce Pombo Malonda. Oui, mais c'est dommage. C'est dommage qu'ils n'entendent pas raison, d'où justement la grogne populaire. D'où le mécontentement populaire du peuple. Vous entendez ça et là, comment les gens grognent, vous savez, à cause de la famine, à cause des difficultés que les gens rencontrent, qui ne devraient pas exister aujourd'hui. Donc je pense que le président de la République, c'est un homme sensé et qui va enfin comprendre justement les cris de cœur des Congolais. Nous voulons que les choses changent. Nous espérons que les choses vont changer. Alors changer avec un homme qui lui-même n'a pas changé, puisqu'il est là depuis plus de 20 ans. Oui, mais malheureusement, donc... le changement implique le changement des hommes et j'ai toujours... nous ne parlons pas la langue du bois au prude. Nous disons les choses telles qu'elles sont. Nous estimons que peut-être qu'il y a usure du pouvoir au niveau du président de la République. Nous estimons que le président de la République a fait son temps. Il a donné ce qu'il avait de pire comme de meilleur à la République. Il est temps, j'espère... donc il part. Il est temps pour nous, justement, qu'il termine son mandat et qu'il laisse le pays... donc vous le laissez au moins terminer son mandat. Naturellement, puisqu'il a été démocratiquement élu. Enfin, puisque vos collègues aussi à l'opposition disent qu'aujourd'hui, son pouvoir est illégitime. C'est un grand débat, justement, qui doit s'instaurer entre mes collègues et moi. Parce que légitime, pourquoi? Alors que nous avons légitimé l'élection du président de la République en participant à cette élection. Nous avons bien pris part à l'élection présidentielle. Certains de nos collègues revendiquent même justement les résultats qui ont été les leurs. Alors comment peut-on taxer de légitime une élection à laquelle on a volontairement pris part et pour laquelle on revendique les résultats? Je trouve ça contradictoire, c'est un peu absurde. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête avec la simagrée politique. Alors est-ce que la contradiction n'est pas aujourd'hui le mode de fonctionnement de l'opposition congolaise? C'est un grave problème justement. C'est un problème qui explique les difficultés d'aujourd'hui. Je pense que nous sommes le bâton avec lequel le pouvoir, justement, nous assomme. L'opposition congolaise rencontre de graves difficultés en son sein à cause des raisons d'appétit personnel, je pense au manque de visibilité, il y a trop de dispersion. Je pense que c'est une grave difficulté, justement. Alors cette dispersion, finalement, n'amène pas des résultats probants, puisque l'opposition a clamé depuis le changement de la Constitution jusqu'à maintenant que Denis Sassou Nguesso parte. On a créé l'OFROCAD pour l'alternance démocratique. Or, aujourd'hui, je pense 3 ou 4 ans après, Denis Sassou Nguesso est toujours là, calmement, il va finir ce mandat. Naturellement que le comportement donc, de certains des opposants laisse à désirer. Je pense qu'il se pose un vrai problème au Congo et aussi au sein de l'opposition, c'est un problème d'hommes. Oui, c'est un problème d'hommes. C'est successeur putatif des anciens
grands hommes politiques, je parle de Bernard Kolela, je parle de Jean-Pierre Tisser-Tikaya et tous les autres que vous pouvez justement imaginer. Okay? Ces personnes-là ont failli à un devoir, justement. Ont failli à un devoir important, c'est de prendre les structures politiques où est-ce qu'elles ont été laissées, justement, où est-ce qu'elles ont été conduites et jusqu'à quel niveau elles ont été conduites, essayer de les transformer. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait allégeance au pouvoir. On ne peut pas aujourd'hui, et je n'ai pas oublié non plus Claudine Mounari, on ne peut pas aujourd'hui prétendre justement être en opposant au pouvoir quand on l'a allègrement servi. C'est une grave contradiction. Je n'oublierai pas Zachary Boawa. Moi, je trouve qu'ils sont tous sur la simagrée. Quand on parle de Kolela, de Zachary, tous ces gardes de Frocade, ils sont de la simagrée politique. La plupart d'entre eux ont servi Sassou. Et si aujourd'hui ils estiment que Sassou est mauvais, mais Sassou a toujours été l'homme que nous connaissons aujourd'hui. Il n'a pas changé d'un iota. D'où vient-il que, brusquement, et patatras, Denis Sassou Nguesso devienne justement l'homme à battre pour ces personnes-là? Alors, vous voyez, et c'est l'une des grosses difficultés qu'on rencontre à l'opposition. C'est ça, ce problème-là. Et je pense que la jeunesse, tous les membres, tous les partisans de ce parti, de faire attention, de se méfier de ces personnes-là. Donc, il nous faut, pour opérer un grand changement, oui, changer les hommes. Arrêtez de faire confiance à ces personnes-là parce que c'est les mêmes. Elles sont plus dangereuses que ça. Donc pour vous, aujourd'hui, Claudine Mounari, qui est la patronne du Frocade, Serge Dakiboro, qui s'occupe de l'information, de la communication, pour vous, c'est des gens aujourd'hui qui n'ont pas la légitimité nécessaire puisqu'ils ont été aux côtés de Denis Sassou Nguesso pour conduire l'opposition face à Denis Sassou Nguesso. Vous savez, je ne suis pas partisan de la prostitution politique et je suis loyal. Je pense que quand on a servi un système, un gouvernement, on doit y rester. On ne peut pas, justement... Même si sur le plan idéologique, on ne s'y retrouve plus. Si sur le plan idéologique, on s'y retrouve, on se retire, on se met de côté. Pour Claudine Mounari, mais elle a servi Pascal Lissouba. C'était l'une des lieutenants du professeur Pascal Lissouba. Nous avons toujours pensé que Denis Sassou Nguesso est un dictateur infréquentable. Mais elle a bien été ministre de ce dictateur-là. Et aujourd'hui, on tourne Kazakh comme ça, aussi facilement, aussi gratuitement comme ça. On s'improvise opposants, et vous voulez que nous on avale ça? Et ceux qui les suivent. C'est bien dommage qu'il y ait des gens, justement, des partisans derrière elle. Moi, je pense que ce sont peut-être, disons, des désœuvrés, justement, qui suivent des personnes comme ça, parce qu'elles n'ont rien à offrir et ne sont du tout pas crédibles. Alors, des désœuvrés, est-ce que ce n'est pas là porter un jugement de valeur sur des hommes qui espèrent, qui pensent aujourd'hui que Mme Mounari a, je dirais, la poignée nécessaire pour faire face à la situation à laquelle... se retrouve ce Congo? Non, j'assume ce que je dis. Je pense que ces hommes ont perdu leur repère. Une personne normalement conçue ne peut pas faire confiance aux personnes qui sont glissantes comme ça. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que vous pouvez servir Lissouba et Sassou Nguesso si ces deux personnes, justement, qui ont des politiques contradictoires diamétralement opposées. Comment pouvez-vous l'expliquer? Qu'on ait servi un dictateur sanguinaire, soi-disant, et qu'en même temps on a servi quelqu'un qui était démocratiquement élu. Et s'il vous plaît, moralement, la morale, justement, nous aurait interdit à ces personnes-là, justement, de servir. Rien que pour l'honneur. Rien que pour l'honneur. C'est pourquoi je salue quelquefois les réactions, l'attitude de gens comme le général Mbaou et d'autres personnes qui sont restées fermes et fidèles à leurs convictions. J'appelle ça de la prostitution politique, et c'est dommage. La prostitution politique aujourd'hui a cours dans cet univers politique congolais. Quand on voit la réaction qui est la vôtre, on analyse par rapport à la situation du pays et par rapport à cette opposition. On voit d'autres hommes comme Tiati Mabiala ou encore Guy Brice Kolela. On a bien l'impression qu'il y a une vraie cacophonie parce que ces hommes qui aujourd'hui, comme Tiati Mabiala, se retrouvent officiellement dans l'opposition, mais qui font le jeu du pouvoir. M. Kolela se retrouve officiellement dans l'opposition, mais fait le jeu du pouvoir. Il n'a même pas daigné revendiquer sa propre victoire aux élections présidentielles. Donc je vois quand même que, est-ce que l'opposition congolaise est-elle vraiment crédible, Jean-Brice Malonda? Vous comprenez pourquoi ça ne va pas au pays? Donc si le pays est en difficulté, ce n'est pas seulement à cause de Sassou Nguesso. On peut le dédonner, Sassou Nguesso. Je pense que les responsabilités du drame du Congo sont à partager. Sont à partager entre certains dirigeants de l'opposition et certains dirigeants du pouvoir. Et ça, il faut le dire. L'opposition congolaise est à réinventer. On doit la réinventer avec de nouvelles personnes. Ces personnes n'ont pas de repères, n'ont aucune offre politique.
sauf que celle de traîner leur ventre, d'aller à Touba, de manger dans toutes les marmites. Pensez-vous être vous-même une personne neuve dans cet univers politique? Neuve dans ce sens que je ne me suis jamais compromis. Vous dites qu'il faut renouveler le personnel. Est-ce que vous-même vous êtes partie de ce renouvellement? Ah mais bien sûr, je me bats justement. Nous avons créé le PRUD pour nous permettre justement, pour permettre à cette jeunesse, cette nouvelle race d'hommes politiques d'émerger. Parce que dans les structures traditionnelles, nous n'avons pas la possibilité de nous exprimer. Donc il nous a fallu créer un espace avec des nouveaux cadres, hommes comme femmes, et aussi avec quelques anciens, quelques personnes expérimentées pour pouvoir enclencher ce changement nécessaire. Alors, vous allez me dire, renouveler avec des anciens, c'est un peu plus compliqué. Alors, quand je parle de renouveau politique, justement, c'est au niveau des mentalités. Oui. Voilà. Donc, on peut être vu avec la mentalité des jeunes. Mais bien sûr. Donc, aujourd'hui, vous estimez que ceux qui sont à l'opposition aux côtés de Sassou ou encore contre Sassou n'ont pas cette mentalité de jeunesse pour, je dirais, rentrer dans ce renouvellement que vous appelez de vos voeux? Oui, je pense que c'est des personnes qui se situent dans notre âge. On peut les situer dans notre âge, dans le passé, justement. Elles ont fait leur temps et doivent se retirer de la scène politique. Le Congo n'a pas besoin d'eux. Que propose le PRUD, en fait, concrètement? Parce que vous arrivez là pour nous dire, mais voilà, la classe a échoué, le PRUD arrive. Que propose le PRUD concrètement? Alors, nous avons fait le PRUD, donc déjà, il faut qu'on vous dise comment nous sommes menés. Nous sommes partis du diagnostic. C'est ce constat d'échec, justement, de l'élite politique congolaise, aussi bien au pouvoir qu'à l'opposition, d'enclencher le changement. On a besoin d'un vrai changement au pays. Nous avons fait ce constat, nous avons constaté, justement, qu'il y a carence, il y a une cacophonie terrible, une grosse déception au niveau de l'opposition à l'intérieur et surtout de la diaspora. Nous avons pensé qu'il y avait lieu justement de nous positionner comme une structure crédible avec de nouvelles personnes. Pourquoi? Pour des choses concrètes. Nous avons pensé qu'il fallait nous battre pour les droits quand même. Nous avons une constitution, celle de 2015. Vous l'acceptez? Que nous avons légitimée. Enfin, vous l'acceptez? Je l'accepte parce que c'est un progrès par rapport à la Constitution de 2002. D'ailleurs, même si on ne peut plus en dire. Est-ce que le progrès consiste, par exemple, à dédonner Denis Sassou Nguesso de tous les crimes, puisqu'il y a un article qui dit que le président, personne ne peut être poursuivi ni localement ni à l'international pour les crimes commis? Je pense qu'on va y revenir. Oui. J'espère qu'on parlera du dialogue. Quand on parlait du progrès, je voulais juste souligner oui, si c'était un point de progrès. Oui, je pense aussi, quand on va arriver, j'espère qu'on parlera justement du dialogue pour voir quels sont les compromis. Pour moi, c'est un objet de compromis que l'on peut trouver justement. Et la Constitution telle qu'elle a été conçue, il y a de bonnes choses. Elle vous arrange? Personnellement, elle améliore celle de 2002, même si nous regrettons celle de 91. Voilà, nous restons nostalgiques de la première, celle qui est abrogée, mais la Constitution 2015 améliore et apparemment tout le monde s'accorde à dire justement, tout le monde participe de fait. l'avoir critiqué. Ah ben voilà, justement, malheureusement. Voilà, donc malheureusement. Alors, pour revenir sur votre question. Oui, allez-y. Alors donc le PRUD, pour nous, nous proposons comme le dialogue parce que nous pensons que tout doit commencer par là. Dialoguer avec qui? Dialoguer, le dialogue, c'est entre deux personnes, monsieur Sirma Kosso. Jusqu'à maintenant, Denis Sassou Nguesso n'a pas évoqué, il ne parle pas de dialogue, lui, concrètement. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous le dire, je pense que le président de la République est très bien renseigné, il connaît à peu près comment pense le Congolais. Si le président de la République ne parle pas du dialogue, je pense qu'il a peur. Voilà, c'est la peur il fait redouter le dialogue parce que le contenu que certains donnent au dialogue, c'est celui-là qui fait peur à Denis Sassou Nguesso. Pour certaines personnes, certains opposants véreux, il faut le dire, qui ne croient même pas en eux-mêmes. Le dialogue, c'est un tribunal. Le dialogue, c'est une occasion de faire la peau maintenant. Le dialogue, c'est une occasion, justement, de trouver un compromis, de se pardonner. On ne peut pas aller au dialogue sans pardon. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si... Donc, lavement des mains, comme ça s'est fait je suis d'accord, il n'y a pas de mal à reprendre. Absoudre tous les péchés, personne n'a rien fait, tout le monde a été gentil, donc on peut repartir. Du tout, il faut laisser à l'histoire régler ces questions, justement, de responsabilité. L'histoire devait le faire en 91, sauf que... on a raté le train. Nous en verrons justement la majorité des hommes politiques actuels, de nos aînés, ceux qui sont justement dans ces combines, dans ce complot, ces collusions-là. Ils ont certainement, parce que la majorité, je vais vous dire, assister, prendre part, même passivement, au massacre du peuple, c'est être coupable, justement. C'est-à-dire le fait d'être au Congo, et même ces partis politiques, je veux parler aussi du RDPS, pourquoi pas, justement, qui est votre ancien parti. Oui, mon ancien parti, justement, il y a une fornication politique avec le pouvoir.
des relations non autorisées, puisqu'ils ne partagent pas les mêmes philosophies. Mais le fait... Ils ne partagent pas, et qu'est-ce qu'il fait voilà, donc, le fils Tister, qui est le patron du parti et c'est ce que je dans le gouvernement. Je veux vous dire qu'il est aussi comptable de la mauvaise gestion du pays, qu'ils se tiennent tranquilles, toutes ces personnes-là, qu'elles se tiennent tranquilles. Elles sont comptables. Donc, participer, même indirectement à un pouvoir comme celui-là, c'est être comptable de ce pouvoir. Oui. Donc, si il fallait justement établir les responsabilités de chacun, être tatillon sur ça, je pense qu'on enverra la majorité des Congolais en prison. Alors, Denis Sassou Nguesso a peur du dialogue, dites-vous, mais il faut que vous le rassuriez. Qu'est-ce que vous mettrez dans ce dialogue, Jean-Brice Pambou Malonda? Question assez difficile, mais je pense que... il faut le rassurer, puisque vous avez... Il faut le rassurer. Je suis d'accord avec vous. Oui. Je suis d'accord avec vous. D'abord, il nous faut beaucoup de courage, vous savez, pour dialoguer avec son oppresseur. Hein, c'est dur. Avoir en face de soi celui qui est considéré comme le bourreau de ses parents, c'est difficile. Je comprends, c'est difficile, mais il faut d'abord beaucoup de courage. Oui. Alors, beaucoup de courage pour aller au dialogue, mais il ne peut pas avoir de dialogue s'il n'y a pas un adversaire en face. On dialogue avec quelqu'un avec qui on a un problème pour arriver à un compromis. Donc, l'aptitude au dialogue nécessite l'aptitude au pardon. D'abord, pour dialoguer avec quelqu'un, c'est qu'on accepte de pardonner à cette personne ces choses. Pardonner les crimes de sang, pardonner les crimes économiques, tout ça. Je pense aussi, oui. Parce que, ne vous en faites pas, le système en place, il est ancré dans les mœurs. Nous sommes tous quelque part produits de ce système-là. Donc, Sassou Nguesso et son système ont eu le temps de formater les consciences. Avec à voir comment tout ce monde réagit. Ils sont tous le produit, pour la plupart le produit du PCT. Donc dans le dialogue, pour revenir à votre question, dans le dialogue, je pense qu'il faut mettre le pardon. Il faut mettre le pardon. Je pense que c'est un programme, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire rapidement. Je veux dire, on n'a pas besoin de se réunir pour pardonner, il suffit que... Non, il y a des rites. Oui. Le pardon ne va pas se faire tout azimut comme ça, tout de go comme ça. Il y a des rites quand même, mais le pardon assorti de quoi? Quand on se pardonne. Mais faut-il encore que ceux qui sont en face puissent avouer leur tort pour avoir ce pardon? Sinon, ça serait, je dirais, un pardon vain. Mais bien sûr, il faut des aveux au pardon, il faut qu'on assume, mais je pense aussi que tout dépend de notre attitude. Donc, un peu comme l'opération Vérité et Réconciliation. En Afrique du Sud, oui, justement. Je pense que, je reviens une fois de plus, c'est à nous de donner, je pense que le contenu que nous donnons au dialogue, c'est celui qui fait peur à nos adversaires en face. Voilà. Donc si nous sommes demain, sincères, si ce n'est pas un dialogue, je veux dire, insidieux, si c'est un dialogue sain, avec la réelle volonté de tourner les pages, les sombres pages, les pages sanglantes du passé, je pense que l'adversaire en face, Denis Sassou Nguesso, pourrait céder justement, pourrait accepter. D'ailleurs, je vais vous dire une chose pour ne pas que j'oublie. Je pense qu'il est dans l'intérêt de la gouverne du peuple congolais que Denis Sassou Nguesso reste au pouvoir jusqu'à son mandat. Mais je veux dire au président de la République de ne pas partir du pouvoir sans avoir organisé le dialogue pour le Congo. S'il aime réellement le pays, s'il a un peu d'amour pour le pays, pour le Congo, il faut qu'il organise un dialogue au Congo pour organiser justement la transition. Autrement, je vous dis que le départ de Sassou est plus facile que ce qui nous attend après lui. Au regard des comportements irresponsables des gardes de l'opposition, de tout ce que nous avons, de certaines personnes de l'opposition, il est à craindre que le pays sombre dans des guerres, sombre dans des grandes difficultés. Alors, Jean-Brice Pambou, je suis quand même surpris que vous teniez ce type de langage parce que aujourd'hui, quand vous rentrez dans les chancelleries européennes, on vous redit la même chose pour dire que Denis Sassou Nguesso, c'est le garant de la paix au Congo. Si lui n'est pas là, on a bien peur que ce que vous décriviez puisse arriver à ce moment-là, gardons-le et il peut continuer à régner sur le Congo. C'est vrai en partie, mais je pense aussi que le devoir de Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, maintenant qu'il va arriver à la fin de son mandat, maintenant, de toute façon... Enfin, il peut toujours être candidat, un mandat et la constitution actuelle, les avancées que vous avez notées font aussi qu'il puisse... Je ne le lui recommande pas. Je pense qu'on a plus grande chose à attendre de lui. C'est un peu dur, mais je le dis et j'assume justement mes propos. On n'a plus grand chose à attendre de lui. Je pense que la sagesse voudrait qu'il se retire, mais pas sans avoir organisé un dialogue sincère. Donc là, vous l'implorez pour qu'il puisse organiser ce dialogue? Il est dans l'intérêt du peuple, justement, qu'on organise le dialogue et que pendant que Denis Sassou Nguesso est là, qu'il organise le dialogue. Autrement, ce serait difficile parce que s'il venait à s'éteindre aujourd'hui, je vous assure que les appétits sanglants qui se déclarent... Dans les deux camps. Ah oui, bien sûr. Donc il est dans l'intérêt. Je pense que
il devrait nous laisser un pays pacifié, débarrassé justement d'une certaine catégorie de personnes, certaines rapaces justement politiques. Oui. Alors aujourd'hui, parler du Congo, c'est aussi parler du pool. Hein. La situation du pool est assez catastrophique sur le plan humanitaire. Bien sûr. Et on se rend bien compte que finalement, Denis Sassou Nguesso demande aujourd'hui à son président du Parlement, M. Mvouba, d'ouvrir en fait un espace de dialogue avec Ntoumi qui était avant qualifié de terroriste. Oui, c'est une très bonne attitude, je pense, déjà, c'est une avancée. Ça rentre dans la philosophie du Prud, hein, oui, puisque vous dans êtes la pour le dialogue. mais sauf que, nuance, oui. Sauf que nous, on ne parle pas d'un petit espace, une lucarne de dialogue, on veut un dialogue sincère et franc. Et je vais vous dire une chose, le pôle fait partie du Congo, ce n'est pas le Congo qui fait partie du pôle. C'est dire que le Congo ne se résume pas au pôle. Le président de la République n'a pas à dialoguer rien qu'avec le pôle. Pourquoi? Et ce qui s'est passé dans le Niboland à l'époque, au sortir de la guerre en 1997, tous les massacres qu'il y a eu dans le Niboland, vous pensez que ce peuple-là a oublié? Mais ce peuple-là aussi a besoin de dire, de parler, il a besoin qu'on dialogue avec lui pour sortir tout ce qu'il a dans le cœur. Le dialogue ne concerne pas le pôle et dans la partie nord du pays. Il y a eu des massacres. Il y a des gens qui vivent justement, qui bouillonnent de l'intérieur, qui ont envie justement, qui ont une certaine haine, qui sont rongés par ces douleurs-là. Il faut donner l'occasion à ces personnes de parler. Donc le dialogue ne doit pas seulement se limiter au pôle. C'est une bonne chose déjà, pour moi, toute initiative de paix. Donc vous soutenez aujourd'hui toute initiative de paix, sauf que ce n'est pas suffisant. Je pense oui. qu'on devrait élargir justement à l'ensemble de la nation, justement cette initiative-là. Et d'ailleurs, pour Ntoumi, il n'est pas dans son intérêt d'accepter cette forme de dialogue exclusive. C'est un dialogue exclusif et nous ne voulons pas de dialogue exclusif. C'est bien, mais nous espérons que ce dialogue sera élargi à l'ensemble des peuples congolais qui ont besoin, justement, qui ont des choses à dire. L'Association citoyenne de solidarité du Congo-Brazzaville lance un appel aux dons pour les enfants du pool, les enfants déplacés du pool, qui ont besoin d'être scolarisés. La rentrée scolaire est pour octobre, certains manquent de tout. Il est question de donner 15 € par enfant pour pouvoir acheter des kits scolaires, donc une centaine de kits scolaires pour une centaine d'enfants. C'est l'objectif que nous nous fixons. 1 500 € à obtenir d'ici le début octobre pour faire un envoi. Nous avons un partenaire local, une ONG locale qui se chargera et de l'achat et de la distribution. Donc il ne s'agit pas pour nous de collecter de biens physiques parce que nous avons eu l'expérience par le passé de difficultés de passer par la douane congolaise et par ses différents dispositifs. Nous avons décidé d'innover, donc en tant que diaspora, de récolter de l'argent et on travaille avec un partenariat local pour pouvoir obtenir cette distribution. Nous vous appelons tous à donner rapidement, à donner beaucoup, à donner massivement, parce que c'est en construisant des solidarités que nous pourrons construire un Congo nouveau. Toutes les informations sont disponibles pour le don sur le site de Congo Liberty et nous mettrons aussi avec Kenya TV qui accompagne toujours les initiatives de la diaspora. Merci à vous. Le courage, le pardon, on a bien compris. Qu'est-ce qu'il faudrait encore dans ce dialogue? Puisque une fois qu'on a pardonné les gens, on fait quoi? On s'embrasse et puis chacun repart refaire les mêmes bêtises. Qu'est-ce qu'on a comme garde-fou pour se dire, après ce dialogue, les choses iront mieux par rapport à ce qu'on a vécu dans les années 90? Oui, alors donc le courage, le pardon et la ferme volonté d'avancer. Je pense, je vous ai parlé du changement d'homme aussi. Donc il faut... Donc pour vous, toute la vieille classe politique devrait partir. Je suis d'avis avec vous parce qu'on ne peut pas mettre du nouveau vin dans les vieilles outres. Hein. Voilà, donc au risque, on a bien vu. Donc sous les Souba, on a eu affaire aux mêmes personnes. C'est le même schéma. Aujourd'hui, les mêmes personnes encore et encore. Donc je pense que cette classe politique doit être mise de côté, mais ne va pas partir d'elle-même. Hein. C'est à nous autres, la génération actuelle, de se lever, de se tenir debout pour bouter dehors, pour dégager ces personnes-là. Alors, devant nous imposer. Justement. Oui, alors nous imposer, vous imposer, c'est une chose, c'est très facile à dire, mais dans le concret, quand on voit que tous les jeunes politiques congolais qui émergent aujourd'hui ont tous un parrain auquel ils s'accrochent afin d'avoir ou de disposer d'un quelconque fauteuil quelque part, est-ce que vous pensez que cette jeunesse est capable de dire que tous ces vieux qui nous entourent n'ont rien apporté au pays, il faut les faire partir, alors que chacun d'eux dépend parfois financièrement de ces gens-là qui sont en train de mener le pays dans le trou aujourd'hui. Oui, mais c'est justement pas à ce genre de personnes, à cette jeunesse que je fais allusion. Cette jeunesse est totalement indigne
digne, justement. D'ailleurs, quand on a un jeune responsable, un jeune cadre, on ne peut pas accepter de participer au massacre du pays tel qu'il est fait aujourd'hui. Ce n'est pas de cette jeunesse-là que je parle. Je parle de la vraie jeunesse. Cette jeunesse qui a la patrie chevillée au corps. Cette jeunesse qui a le patriotisme. Cette jeunesse qui a envie de voir les choses changer. Cette jeunesse responsable. Je pense qu'il y en a, nous sommes nombreux. Vous en trouverez au PRUD, vous en trouvez dans d'autres structures qui sont un peu disséminées. Mais malheureusement, c'est la jeunesse qui est la moins en vue. Simplement parce que, bon, elles ont peur de prendre certaines initiatives, mais je les exhorte. Je dis à cette jeunesse, je l'exhorte justement de se lever, de prendre ses responsabilités, de prendre justement la situation à bras le corps. On en a besoin pour enclencher le changement. Voilà, enclencher les changements, Jean-Brice Pambou, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, de ce changement tarde à venir, peut-être par le fait des hommes qui aujourd'hui ne sont pas prêts. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, ça c'est vraiment une question très, très sérieuse, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les jeunes congolais sont prêts à prendre la relève? Oui, je le crois et je le pense. Je pense qu'il y a une jeunesse responsable, une jeunesse capable de gérer le pays. D'ailleurs, ceux qui sont là étaient plus jeunes que vous et moi, monsieur le journaliste, quand ils sont arrivés aux affaires. C'est vrai. Alors, il y a des jeunes, dans le PRUD, vous trouverez des jeunes cadres, des médecins, vous trouvez des gens avec des profils justement différents. Mais ces personnes-là qui sont respectées en Europe. Nous avons beaucoup de cadres en Europe comme dans d'autres pays, y compris en Afrique, même dans le pays, l'intérieur du pays. Mais à ces personnes, on ne donne pas la possibilité de s'exprimer. Le jour où ces personnes auront la possibilité de s'exprimer, d'imposer, d'imprimer leur façon de faire, je pense que le pays va changer. Donc nous avons ces jeunes, cette jeunesse existe. Est-ce que la philosophie du PRUD s'arrête au dialogue? Enfin, le dialogue, c'est terminé, après on fait quoi? Que propose concrètement le PRUD une fois qu'on a fait le dialogue? Alors, donc le PRUD ne s'arrête pas bien sûr qu'au dialogue. Le PRUD, c'est d'ailleurs un club de réflexion dans un premier temps. Nous avons pensé justement nous réunir avec, donc réunir les cadres autour des sujets de l'heure actuelle. Donc il y a le dialogue. Nous pensons qu'après le dialogue, et nous avons aussi d'autres types de projets, nous développons quelques projets, quelques initiatives que nous prenons pour soulager les peines, justement les difficultés des Congolais. Nous parlons aussi des questions de droits des Congolais à l'étranger. Nous sommes bien membres de la diaspora congolaise, nous avons certains droits, mais dont nous ne jouissons pas. Donc la Constitution de 2015 garantit certains droits justement aux Congolais. Il nous faut débattre avec les autorités congolaises, donc ici, discuter avec elles, prendre langue avec celles du pays pour voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en œuvre ces droits justement des Congolais. Et chemin faisant, je pense que nous avons des vocations, mais je pense qu'avec le temps... on pourra les développer ici. Voilà, alors, Jean-Brice Pambou, quand on vous entend sur cette partie concernant les droits de la diaspora, puisque vous êtes un mouvement qui est né ici au sein de la diaspora, prendre langue avec les autorités congolaises là-bas et ici, très souvent, pour beaucoup d'observateurs, on dirait, mais voilà, c'est des gens qui finalement travaillent pour le pouvoir. C'est la mauvaise foi, simplement, parce que l'on le veuille ou non, ils sont bien là. Hein. Donc, elles sont bien là, les autorités congolaises. C'est bien elles qui représentent le pays. Quand on parle du président congolais, on parle bien de Denis Sassou Nguesso. Quand on parle de l'ambassade justement du Congo en France, on parle bien du ministre Adada. Donc je pense que les institutions de la République, même si elles sont bancales, mais elles sont bien là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque nous sommes foncièrement, viscéralement attachés au dialogue, il nous faut prendre langue avec ces personnes. C'est la moindre des choses. Moi je pense que c'est une erreur très grave que font nos collègues de couper justement le dialogue avec ces personnes. Il faut dialoguer avec son adversaire. C'est même la meilleure façon de l'affaiblir. Je ne dis pas que c'est notre intention, mais nous prenons un dialogue sincère. Nous allons dialoguer avec les autorités congolaises pour voir ce que nous pouvons faire ensemble dans l'intérêt du pays. Nous devons marcher ensemble. Nous prenons l'unité. Et l'unité ne se fait qu'avec justement les autres Congolais. Donc cela signifie qu'aujourd'hui, vous avez déjà des contacts avec les autorités consulaires? Mais bien sûr, oui. Bien sûr, nous l'assumons. Nous ne cachons pas. On le dit à qui veut l'entendre. Notre démarche, c'est bien celle-là. C'est de discuter avec les autorités consulaires pour voir ce que nous pouvons faire pour améliorer justement la vie des Congolais et pour faire avancer le pays. Alors, restant ici au sein de la diaspora, vous savez que la place de Paris, comme on le dit, c'est une place forte pour l'opposition. C'est souvent assez compliqué pour le pouvoir en place. Et chaque fois qu'il y a un nouveau mouvement politique, il y a toujours des poils qui s'hérissent et le débat s'enflamme. Aujourd'hui, comment êtes-vous perçu par rapport à d'autres mouvements auxquels parfois vous avez participé, comme les Assises? Comment est-ce que vous êtes perçu aujourd'hui, vous, le PRUD? Alors, les gens sont très divisés à notre propos, donc les réactions sont mitigées, comme, il fallait s'y attendre. Est-ce que vous les comprenez? J'essaie de les comprendre, oui.
parce que bon, ils sont restés encore à d'anciennes logiques, un peu à ces anciennes idéologies. Mais nous avons fait un progrès. Il était nécessaire que nous progressions justement du point de vue philosophique sur la nature même de notre combat, la modalité du combat. Donc nous avons progressé. Et bon, ben, on leur laisse à eux la liberté justement de penser ce qu'ils veulent de nous. Mais nous restons justement fixés. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous ayez changé? Parce qu'on vous connaît quand même assez virulent, Jean-Brice Pambalona. Des gens qui vous écoutent aujourd'hui se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé pour cet homme-là? Est-ce qu'il a été sassuisé? Qu'est-ce qui fait qu'il parle avec ces mots aussi doux qu'on n'entendrait pas dans sa bouche il y a quelques années? Alors, je pense qu'il y a cette remise en question de soi-même. Nous avons porté un discours virulent, un discours assez caustique vis-à-vis du pouvoir. On a décapé chaque fois le pouvoir par rapport à tout ce que vous pouvez imaginer. Mais nous avons pensé qu'on faisait fausse route, qu'on le faisait, qu'on venimait exacerber la situation, qu'on ne rendait pas service au peuple congolais. Donc c'est une sorte de mea culpa. Oui, mais bien sûr. Je pense qu'il a lieu justement de dire au peuple que nous sommes rendus coupables de certains propos virulents, méchants, qui ont peut-être, je ne dis pas directement moi ou le prude, mais je pense que les propos, tout ce que nous disons ici, est bien suivi au pays. Oui. Vous savez qu'une parole prononcée ici peut avoir des dégâts, peut faire des dégâts au pays. Mais nous ne sommes pas sur le terrain. Nous pouvons inciter ces personnes à la violence, ces jeunes qui vont mourir par dizaines, par centaines, simplement parce que justement, quelqu'un ici les a exhortés justement à prendre des armes. Non, je pense qu'il était temps. D'ailleurs, je ne veux pas parler de mes convictions chrétiennes. Donc, je pense qu'au centre justement... Donc vous étiez toujours chrétien, oui, vous étiez virulent, les convictions n'avaient pas sûr, changé. il y a eu ce réveil, bien sûr, il y a eu ce réveil, cette remise en question. Un peu comme Saint-Paul. Bon, ben écoutez, puisque vous parlez de chrétiens. Je ne veux pas, justement, je n'ai pas cette prétention là, de me passer pour Saint-Paul, mais je pense que à un certain moment de son histoire, chacun doit se remettre en question et prendre la juste mesure. Et nous pensons que nous sommes remis en question. On a mis la patrie avant. Et c'est une forme d'indignation que nous avons exprimée. Et je pense que c'est normal. À un certain moment, c'est très énervant ce qui se passe au pays. C'est insupportable. C'est très indignant. Et nous avons exprimé notre indignation. Mais après la colère, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se ressaisir, voir ce qu'il y a de meilleur pour tout le monde. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons proposé justement au Congolais le prude. Voilà. Donc vous avez proposé au Congolais le prude aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez des gens qui ont du mal à vous suivre? Le nouveau Jean-Brice, je vais dire un peu comme le nouveau Beaujolais, mais là on a un nouvel homme qui propose un nouveau discours. Est-ce que vous comprenez que vos amis d'antan aient du mal à vous suivre aujourd'hui? Nous les comprenons parfaitement bien, mais nous les exhortons justement à revoir justement leur façon de faire, parce que ça prôner la violence ne sert à rien. Les appels à la violence. C'est un discours qui fait plaisir au pouvoir. Hein. Oui, mais bien sûr. Voilà, le pouvoir serait bien content. On vous dit, mais tiens, à Paris, il y a bien quelqu'un qui pense comme nous et qui peut-être voudrait nous rejoindre d'ici là. Non, le pouvoir se réjouit plutôt des discours violents pour justifier sa violence. Pourquoi aujourd'hui, à l'international, le gouvernement congolais, le président de la République est considéré comme un homme de paix? Mais c'est nous autres, opposants, qui contribuons justement à l'embellissement de son image. Pourquoi? Parce que nous tenons des discours de violence. Et chaque fois que l'on veut prendre des décisions sur le Congo, on dit, mais voilà, à l'opposition, il n'y a que des violents, regardez le discours qu'ils tiennent. Mais si ce sont ces personnes qui vont remplacer Denis Sassou Nguesso un jour, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait des drames, il y a eu des problèmes. Il n'y a que des violents à l'opposition au regard de nos discours. Alors il ne fallait pas continuer à donner ce prétexte-là justement au pouvoir actuel de se maintenir par la violence au pouvoir. Donc je pense qu'il faut lui proposer le dialogue. Je pense aussi qu'ils ont besoin. C'est des personnes sensées. Je pense que le président de la République, en lui, il y a le meilleur comme le pire, hein, chacun de nous d'ailleurs. Donc non, il faut dialoguer. Comment est-ce que vous vous positionnez-vous par rapport aux autres structures existantes ici au sein de la diaspora? Parce qu'il y a un peu de tout, hein, la diaspora. Oui, alors on a du mal à se positionner par rapport à tout... on a une offre pléthorique. Folie, quoi, voilà, ouais, cette folie, c'est une broglio, ce mélange, ce millimélo. J'allais dire, c'est salmengondi de partis politiques. C'est une salade qu'on n'avalerait pas. Mais bon, ben, écoutez, on est peut-être un peu centriste, justement, par rapport à... D'ailleurs, on a du mal, justement, à catégoriser les partis politiques congolais. On ne sait pas qui est au centre, qui est à gauche, qui est à droite, on ne sait pas. Justement, il n'y a pas d'idéologie, il y a son conviction. Ben, nous estimons que nous devons nous positionner au centre,
justement. Nous avons des extrémistes des deux ports et nous sommes au centre pour faire la paix. Très souvent, quand on crée une structure ici, il y a toujours son pendant du côté de Brazzaville ou de Pointe-Noire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des ambitions de vous installer au Congo, notamment pour mener ce combat sur le terrain? Puisqu'on dit souvent, des gens de la diaspora, ils sont là-bas, ils parlent, mais sur le terrain, on ne voit personne. Je suis d'accord avec eux, mais sur le terrain, justement, nous avons un représentant au Congo et d'ici là, nous allons implanter nos structures. Donc, c'est dans notre programme d'activité. Voilà, donc pour vous, le Congo, ce n'est plus aussi loin, puisque le parti, votre mouvement installé ici, sera aussi installé là-bas. Forcément, forcément. On ne peut pas se cantonner à l'extérieur et puis prétendre apporter des changements. Non, il faut d'ailleurs, la plus grande structure serait basée et ici, il ne restera plus qu'une antenne. Avec quelle coopération, notamment dans les liens avec les hommes et les femmes qui, eux, sont sur le terrain, que vous diront, ben, vous débarquez de Paris, c'est très bien, mais nous, ici, nous luttions depuis plusieurs années, donc, messieurs, cherchez votre chemin. Nous puiserons de la société civile, c'est là qu'on trouve encore des personnes saines. Voilà, donc on ne veut pas justement avoir dans nos structures des gens qui ont une certaine aventure avec d'autres, la plupart des partis politiques, je vous l'ai dit aujourd'hui, tout à l'heure, que ce n'est pas des partis crédibles. Hein. Ces personnes-là sont aussi coupables justement de la situation du pays aujourd'hui. Donc nous allons, la société civile est là, je pense qu'il y a des jeunes, et même dans ces partis, il y a encore des bonnes personnes, mais qui ont besoin d'alternatives. Elles ne trouvent pas d'autres alternatives. Il n'y a que ces partis-là que font-elles. Parce que pour elles, se battre, lutter pour le pays, c'est un devoir citoyen. Donc, elles n'ont pas le choix que de, justement, s'arrimer à ces partis-là. Nous leur proposons autre chose, et nous savons que dans ces partis, il y a des gens qui veulent travailler avec les personnes comme elles. Voilà. Donc aujourd'hui, le projet du PRUD, c'est déjà d'avoir un pied ici de la diaspora, surtout de s'y installer au Congo pour mener le terrain. Alors, quand vous voyez au sein de la diaspora, vous avez tout à l'heure dénoncé ce langage qui est souvent toxique, qui peut parfois créer des situations désastreuses là-bas au Congo. Pour vous, quel rôle joue la diaspora dans la situation politique actuelle? Est-ce qu'un rôle d'intoxication ou bien un rôle de pacificateur ou encore, je dirais, une neutralité active? Alors, la diaspora geste justement l'huile au feu. C'est pourquoi. Donc, ce qui arrive au Congo, c'est la faute de la diaspora? Pas totalement, mais c'est en partie. On est en partie responsable de ce qui se passe au pays parce que nous ne contribuons pas justement à pacifier le pays. Parce que nous tenons. Il y a une petite partie de la diaspora quand même, hein, ça il faut le dire. On ne va pas être généralisant hein, là-dessus. Non, tout à fait. Je pense qu'il y a toujours une minorité quand même quelque part qui contribue, qui produit de la réflexion. Il y en a. Je connais le professeur Magloire Ndoba, ici, il produit de la réflexion. Je connais, moi je le concède. Il y a bien d'autres personnes qui produisent, qui travaillent justement sur des questions sérieuses. Mais la grande majorité, ils sont quoi? Dans l'événementiel, on les retrouve partout, ça crie dans les rues, un peu partout, sans projet concret, sans avancée concrète. Et nous tenons des discours violents. Mais à quoi ça peut servir si ce n'est à envenimer les choses sur le terrain? Est-ce que ce n'est pas une manière de répondre à la violence d'en face? On ne répond jamais à la violence par la violence. Martin Luther King l'a prouvé aux États-Unis. Nelson Mandela l'a fait en Afrique du Sud. Partout où on a répondu, Gandhi en Inde, partout où on a répondu à la violence par la violence n'a fait que s'envenimer. Donc nous ne sommes pas partisans de la violence. Donc nous, en tant que diaspora, nous devons contribuer à apaiser. Et c'est l'appel justement que je lance à mes frères de la diaspora, frères et sœurs, devons contribuer à apaiser la situation sur le terrain. Nous ne devons pas jeter l'huile au feu. Pour preuve, quelle est notre attitude aujourd'hui devant Toumi? Vous voyez, on devient ridicule. Toumi, on lui a proposé le dialogue, vraisemblablement il va l'accepter, s'il ne l'a déjà pas fait. Alors on devient quoi? Puisque nous avons prôné la violence chaque fois. Vous voyez le ridicule dans lequel nous nous enfermons nous-mêmes? Non, je pense qu'en chacun de nous, il y a une voix, un appel au dialogue justement qui nous parle même sourdement. Voilà, qui murmure en nous. Il y a cet appel au dialogue. Il est temps qu'on l'entende, justement. Souvent, on a vu aussi des actes violents ici au sein de la diaspora, notamment par rapport aux locaux de l'ambassade du Congo. Le PRUD n'a pas officiellement réagi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire, vous, votre sentiment par rapport à ces différents moments de tension ou de violence qu'on a vécu? Alors, nous comprenons ces personnes, mais nous ne cautionnons pas ce qu'elles ont fait. Je pense qu'il y a d'autres façons d'exprimer son indignation que de spolier, de détruire les biens publics. Je pense aussi qu'un édifice public, c'est quand même le symbole de l'État. Donc ça doit être inaliénable, inviolable. Nous, en tant que Congolais, pour notre propre image, on doit protéger tout le patrimoine congolais où il se trouve. Cet immeuble-là, justement, l'ambassade, pour parler que de l'ambassade, mais c'est l'ambassade du Congo.
Nous sommes bien Congolais, on ne sait pas l'ambassade de Sassou Nguesso. Donc je pense qu'ils font une erreur. Ce n'est pas une bonne façon de faire, mais je comprends pertinemment bien, justement, qu'ils aient accompli cet acte-là pour revendiquer, pour s'exprimer, puisque on ne leur donne pas tant la possibilité de s'exprimer. Bon, ils n'ont trouvé que cette façon de faire-là. Mais je dis à mes frères qu'il ne faut pas s'en prendre justement au symbole de l'État. Ce n'est pas républicain. Coupable n'est pas responsable. Oui, justement. Voilà. Jean-Brice Pambo, un dernier mot sans doute, puisque j'ai vu qu'on abordait quasiment tous les sujets en termes d'actualité. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de la situation au niveau de la sous-région? Parce que quand on parle du Congo, notamment par rapport au franc CFA, ce débat aujourd'hui est en train de prendre de l'ampleur. Ici, au sein de la diaspora, on voit des réunions souvent assez houleuses. On l'a vu en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, ça commence. Quelle est déjà, votre lecture de cette actualité concernant le franc CFA, Jean-Brice Pambo Malonda? Alors, c'est un grand sujet, justement, qui a des racines vraiment, vraiment profondément ancrées dans plusieurs nations, surtout, je veux dire, en France. Mais bon, c'est une réalité, mais je veux dire que on met un peu la charrue avant les bœufs, pour nous, Congolais. Pourquoi? Nous avons d'abord un problème à résoudre à l'intérieur. Mais comment voulez-vous, justement, que nous attaquions l'adversaire si on ne s'est pas consolidé, on n'a pas réussi le pari de l'unité nationale? Il faut d'abord réussir ce pari-là. Il faut d'abord que nous soyons unis avant d'aller, comme un seul homme, affronter justement ceux qui veulent perpétuer ce système-là. De un. Donc je pense que c'est un peu inopportun. C'est une question réelle qui est là, mais je trouve que c'est inopportun d'aborder parce que nous n'avons pas encore fait le pas nécessaire. De deux, nous sommes quand même dans la mondialisation. Même s'il faut sortir du franc CFA, c'est très bien. Pour aller vers quelle monnaie? Je pense que les relations... plus jamais, nous ne pourrions jamais nous séparer de la France. Nous pourrions peut-être revisiter, revoir, réviser les accords justement qui ont été signés par nos parents, par nos prédécesseurs. Mais nous séparer, ce serait... C'est impossible. Nous sommes condamnés à vivre ensemble parce que nous sommes dans un monde mondialisé, internationalisé, où il y a des relations qui sont totalement imbriquées. Donc nous avons des intérêts communs. Donc je pense que c'est un débat un peu prématuré. Nous avons... j'allais dire tout chafoueté, permettez-moi cette expression, mais nous avons des priorités et ce n'est pas une priorité pour les Congolais. Dans les jours qui viennent, quelles seront les priorités pour le PRUD? Alors, donc le PRUD, évidemment, c'est œuvrer pour le dialogue, c'est la priorité. Donc nous nous battons. Nous avons pris donc langue avec l'ambassade du Congo pour tenter d'organiser déjà ici un pré-dialogue au niveau de la diaspora, faire en sorte que les gens s'accordent au moins des prémices au dialogue qui va certainement préfigurer le dialogue qui se tiendra au Congo. Donc c'est nos propositions, ne disons pas que nous avons justement l'initiative, hein, mais nous sommes partie prenante et nous proposons, justement, nous sommes force de proposition, nous proposons justement ces petits espaces, ce début de dialogue. Voilà. Tout le monde peut adhérer au PRUD? Oui, bien sûr, y compris vous, bien sûr. Merci, Jean. J'allais dire y compris Sassou Nguesso. Ben, écoutez, je pense qu'il vous suivra, puisqu'il est aussi souvent devant Ziana TV pour suivre les contenus que nous proposons. Merci encore, Jean-Brice. Je vous en prie, messieurs, merci. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi donc cet entretien du jour avec monsieur Jean-Brice Pambo Malonda, le président du PRUD, Programme pour l'unité et le développement. Vous avez bien compris la philosophie de ce mouvement politique issu de la diaspora. Ben, c'est le dialogue, toujours le dialogue, encore du dialogue. Merci à vous tous qui m'avez suivi. Un grand coucou. Et à vous, toujours aussi nombreux, à suivre le programme de Ziana TV. Portez-vous bien. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.